Allez, face à Pierrot, c'est parti. Première question de Jean-Yves Cargoat. Que pensez-vous du dernier livre de Christian Gourcuff? Alors, Jean-Yves, je ne l'ai pas lu. Mais pour très bien connaître Christian, je me doute de ce qu'il y a dedans. Lorsqu'il était entraîneur à Lorient et à Rennes, et que je couvrais les matchs pour l'équipe, j'allais dîner chez lui après les matchs, et je me souviens toujours, c'est une anecdote que je raconte souvent, d'un match contre Rennes-Monaco où Rennes gagne 1-0 sur un but de Monterrubio, et chez lui, dans son salon, après le match, Christian m'a montré le but de Rubio sur son ordinateur. Et ça, c'est des trucs qui m'ont toujours bluffé parce que c'est vraiment le travail de l'entraîneur. Après, ses conceptions de jeu et ce 4-4-2 sur lequel il est un petit peu revenu en fin de carrière, notamment avec Nantes, ça a toujours été le football que j'aime. Donc voilà, j'ai toujours eu beaucoup d'affection et d'admiration pour ce breton typique au caractère entier, bourru. Voilà. T'es jaloux, toi? Question d'Elou BZH. On fait une spéciale Bretagne en ce début. Salut Pierrot, que penses-tu de la saison de Clermont? 19e budget de Ligue 1 et 8e au classement, c'est exceptionnel. Bon, je crois que tu as tout dit, c'est effectivement exceptionnel. Ce que je trouve exceptionnel, surtout dans la saison de Clermont, c'est leur style de jeu, c'est cette façon qu'ils ont de jouer avec calme. Tu vas me laisser parler aux gens ou pas? Comment ça se passe? Allez, dégage. Hop, hop, hop. Ça m'a frappé encore une fois contre Lyon ce week-end. C'est cette sérénité dans la transmission. Pourtant, si on analyse l'effectif de Clermont, je pense que en début de saison, tout le monde le place dans les 4 pour la charrette. Mais voilà, le travail de Pascal Gastien est remarquable. Lui aussi, je le connais depuis très longtemps, puisque c'était le capitaine de Niort quand les Chamois étaient montés en Ligue 1 avec Abedi Pelé il y a très longtemps. Et voilà, j'avais eu énormément de plaisir à le retrouver pour Pierrot le Foot l'année prochaine. D'ailleurs, petite parenthèse, vous êtes nombreux à me demander de reprendre les interviews. Et écoutez, j'y réfléchis pour la saison prochaine en faire en vidéo, parce que là, j'ai plus les sous pour organiser des déplacements, mais j'y pense, ne vous inquiétez pas. Alors, Dudy me dit rien à voir avec ce week-end, mais si tu dois retenir un match qui t'a fait vibrer cette saison, c'est lequel? Même question, quel joueur t'a le plus impressionné cette saison? Le match qui m'a fait vibrer le plus, il est très récent, hein, c'est Lyon-Montpellier, 4-1-5-4. C'est évidemment ce genre de comeback qui reste dans l'histoire d'un championnat, avec en plus 2 quadruplés, un de Wai et un de Lacazette. C'était des matchs qui sont un petit peu frappés par la grâce et qui étaient très spectaculaires. Et voilà, c'est probablement le match le plus emballant que j'ai vu cette saison. Quant au joueur qui m'a le plus impressionné cette saison, je vais encore faire hurler, mais les 6 premiers mois de Neymar étaient absolument fantastiques. Et il m'a le plus impressionné parce que pour moi, individuellement, c'est le joueur le plus impressionnant du championnat. Et quand je vois que le PSG songe à le prêter et à prendre en charge une partie de son salaire, j'ai envie de me taper la tête contre les murs. David Giraud me dit « Bonjour, as-tu un parcours en tant que joueur? Si oui, raconte-nous, et sinon, pourquoi ?» Non, j'ai jamais eu de parcours de joueur, pour la bonne et simple raison que je me suis mis à l'escrime à l'âge de 6 ans, et qu'il se trouve que j'étais très très fort, avec
possiblement un destin international, parce que évidemment j'avais 6 ans, donc c'était il y a 54 ans, et que j'étais gaucher, et qu'à l'époque un gaucher c'était quasiment l'arme absolue en escrime. Je rappelle qu'à une époque, dans les 10 premiers mondiaux en fleuret, il y avait 7 gauchers. Et puis le foot m'intéressait pas plus que ça. Et puis à 15 ans, j'ai eu la bonne idée de passer à travers une 4L en mobilette et de me sectionner le fémur, ce qui m'a valu déjà de longues semaines d'hôpital. Et voilà, derrière, la passion du foot est venue. Je me suis mis à jouer, mais vraiment un tout petit niveau. On jouait 2 fois par semaine entre nous à l'équipe, et puis il y avait les matchs, le challenge Bariani. Mais joueur, j'ai jamais été, d'abord parce que si j'avais pas eu cet accident, j'aurais probablement continué à faire de l'escrime, et que bon, mes qualités, de toute façon j'étais trop gros, hein, même si j'étais extrêmement adroit devant le but adverse, ça aurait pas suffi. Giovanni Aubry me dit: bonjour Pierre, le communiqué de la direction de l'OM pour dénoncer les soi-disant erreurs d'arbitrage en défaveur, penses-tu qu'il y aurait dû avoir une sanction ou une réaction de la Ligue? Non, ni l'un ni l'autre, ni sanction ni réaction. Les Marseillais disent bien ce qu'ils veulent. Il suffit derrière je dirais, d'en prendre acte ou pas, de considérer ça avec intérêt ou pas, d'en rire ou pas. Le communiqué du club pour chouiner sur l'arbitrage, c'est vieux comme mes robes, hein. Voilà, donc je trouve que ça grandit pas à l'OM, même si je dois reconnaître que il y a eu quelques décisions d'arbitrage, pas forcément en leur faveur cette saison, mais voilà quoi, je les ai pas entendus hurler en scandale lorsque le but de Sanchez a été accordé contre Auxerre pour leur donner la victoire. Full Tarniched. Ton avis sur la double sanction péno plus rouge quand la faute commise n'a aucune dangerosité? C'est pas la règle, surtout. Il n'y a aucune notion de dangerosité dans le fait qu'il y ait péno plus rouge. C'est annihilation d'une occasion réelle de but. Je veux dire, l'exemple le plus frappant, c'est Mounetzi contre Danso à Lens. Mounetzi va pouvoir frapper au but quasiment en duel face à Samba, et Danso le pousse. C'est vrai que la faute en elle-même n'est absolument pas dangereuse, mais c'est un acte d'anti-jeu dans la surface qui vaut pénalty et rouge. Donc la notion de dangerosité n'entre absolument pas en ligne de compte. Loris 5432 me demande: Seko Fofana doit-il rester à Lens selon toi? Je pense qu'il peut et doit viser un club meilleur que Lens et jouer la LDC. Au PSG, il serait l'idéal. C'est une question que je me pose souvent. Fofana a eu un trou pendant pas mal de matchs là dans cette deuxième partie de saison, même s'il revient très bien et surtout au bon moment, hein, pour marquer le but de la victoire contre Marseille et contre Reims. Sauf que à Lens, c'est l'avantage par rapport à Paris, tu peux être beaucoup moins bien pendant 7-8 matchs d'affilée, on te fout une paix presque royale, alors qu'à Paris, évidemment, ça fait tout de suite les gros titres, la remise en question. Si ça continue, peut-être même que les supporters vont venir devant chez toi pour te dire de te casser. J'exagère, mais j'aime bien exagérer parfois. Et voilà quoi, donc je suis pas totalement convaincu, et je peux me tromper, hein, je suis pas totalement convaincu que Seko Fofana puisse avoir le même rendement dans un plus grand club, alors que là, de par la composition de l'équipe de Lens, il est dans un écran idéal pour lui, et je pense que à sa place, je resterai encore au moins 1 an de plus à Lens pour récolter le fruit de son travail, c'est-à-dire la Ligue des Champions avec le Racing.